Merci donc effectivement Simon pour ce bel exposé. Et je vais maintenant présenter Valérie Charol, qui est philosophe, qui, en tant que normalienne, il y a longtemps, a fait une bifurcation vers Sciences Po et l'ENA plutôt que les chemins canoniques de l'agrégation, qui a travaillé donc assez jeune au ministère de l'Industrie. Si les gens s'en rappellent, à cette époque-là, il y avait Christian Pierret, qui était peut-être un des ministres de l'Industrie les plus curieux de l'Internet, qui était une technique qui interrogeait beaucoup de gens et faisait hausser les épaules à d'autres. Valérie Charol a ensuite travaillé à la Cour des comptes et elle est désormais chercheuse à part entière à l'IMT Business School, Institut Mines Télécom et à l'EHESS. Elle est auteure de plusieurs ouvrages chez Fayard. J'en citerai que deux: Philosophie de l'écran, le libéralisme contre le capitalisme, qui est particulièrement très intéressant parce que souvent on a tendance à confondre libéralisme et capitalisme, et elle montre très bien à quel point ils sont opposés. C'est quelqu'un qui est original au sens où elle n'a pas peur des chiffres ni de l'épistémologie, ce qui l'a conduit à élaborer une pensée rare et originale au carrefour donc de la science politique et de l'épistémologie. Quand je dis épistémologie, ça peut aller jusqu'à l'histoire des maths avec Robert Val, et en général, la science politique se marie assez mal avec des questions qui intéresseraient plus les mathématiciens ou les physiciens. Elle s'implique beaucoup dans l'arène publique, notamment en écrivant fréquemment dans Esprit, dans Le Débat. Elle a proposé des contributions à la réflexion sur Stop Covid avec Pierre-Antoine Chardel, Mireille Delmas-Marty de l'Académie des sciences morales et politiques, et avec d'autres. Et on va lui laisser la parole, sachant que le titre qu'elle a choisi est « Pandémie de Covid, usage des chiffres et procédure de décision, regard croisé entre épistémologie et sciences politiques ». Valérie Charol, je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non? Alors, il faut... Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la présentation de l'écran? Oui? Parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, je suis très contente de participer à ce séminaire dont j'ai pris connaissance avec grand intérêt des séances précédentes et puis aussi de l'exposé précédent. Et moi, je vais parler donc de la Covid au regard de l'épistémologie et de la science politique, puisque ma discipline est la philosophie, comme l'a rappelé Éric Guichard, et que j'ai également une pratique de la décision publique, de la production des indicateurs et statistiques et de leur analyse. D'où le titre de cet exposé, Pandémie de Covid, usage des chiffres et procédures de décision, regard croisé entre épistémologie et sciences politiques. Alors, voilà le résumé. Il s'agit d'interroger d'un côté la qualité des chiffres sur lesquels se sont reposées les autorités pour décider des mesures prises, et d'autre part, d'interroger les procédures retenues pour l'adoption de ces mesures, notamment au regard des prérogatives naturelles et normales des parlements nationaux, avec comme cas central la France et des comparaisons avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, sachant que je vais essentiellement travailler sur la période mars à novembre 2020, parce que sinon on n'aura pas suffisamment de recul pour les périodes plus récentes. Alors pour introduire mon propos, ce que je voudrais dire, c'est voilà, l'énigme à laquelle je m'intéresse plus particulièrement, c'est ce que j'appelle le passage d'un monde de mots et de choses, tel qu'il apparaît encore dans les années 60, que ce soit à Willard Quine dans le Word and Object ou à Michel Foucault dans Les mots et les choses, à ce que j'appelle un monde de faits et de chiffres, où ce sont avant tout par des chiffres que les faits sont qualifiés. Je parle de faits et non pas de choses, parce qu'il n'est pas uniquement question de choses dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi d'hommes, d'actions, d'entrelacs. Et la Covid est très clairement une illustration archétypale
je dirais, de ce passage à un monde de faits et de chiffres, si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé au moment de la grippe dite de Hong Kong ou de la grippe asiatique, et si on remonte encore plus loin avec la grippe espagnole, au sens où là, notre quotidien était rythmé par la production de chiffres sur l'épidémie. Donc, je vais me situer par rapport à l'exposé précédent un peu plus sur ce qu'il y a avant l'intervention des modèles scientifiques dans la production des ce qu'on appelle les données, en fait, dans la production des chiffres, et en aval dans ce qui est la décision politique qui s'ensuit. Les chiffres des cas détectés, des hospitalisations, des décès, puis désormais aussi des vaccins, ont constitué notre horizon quotidien dans cette pandémie. Ils ont été l'appui de décisions publiques, un appui fort et pour des décisions inédites. Les chiffres sont donc pas seulement une grille de lecture du monde, mais aussi un appel à l'action. Ils induisent des faits en réaction. La décision politique, elle ne se prend pas in vitro, mais in vivo, face à des faits évolutifs dont les chiffres rendent plus ou moins bien compte, chiffres que l'on rapporte à des zones ou des repères plus ou moins adaptés. Alors, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé à propos des indicateurs économiques et de la comptabilité. Dans un tel contexte, l'articulation entre savoir, les chiffres, les modèles, les estimations et décisions, la décision publique en l'espèce, se pose en termes nouveaux et particulièrement aigus, évidemment, dans le cas d'une pandémie. Alors, je vais essayer de l'illustrer là aujourd'hui autour de 3 angles, en examinant en premier lieu les chiffres qui ont servi de suivi pour l'épidémie, sachant que moi, je n'étais pas membre du conseil scientifique, donc je vais parler à partir des chiffres qui ont été rendus publics au moment notamment des points presse, des ministres, des premiers ministres et des ministres de la Santé. En entrant ensuite, dans un deuxième temps, dans la fabrique de la décision publique, et puis en posant enfin un regard sur les mesures qui s'en sont suivies et en allant beaucoup plus vite sur ce dernier point. Donc, je n'ai pas de connaissances particulières en épidémiologie et en virologie, donc ce n'est pas du tout des terrains sur lesquels je vais m'aventurer. Je vais m'aventurer sur le terrain du regard croisé, épistémologie, sciences politiques. Alors, pour commencer, donc là, je vous redonne juste les 3 moments que l'on va passer en revue. Pour commencer, des chiffres qui servent de support à la décision. Alors, donc, les décisions sont prises, je dirais, dans le monde réel. Ça, c'est un peu mon résumé, cette première partie. Non par rapport à un modèle scientifique, mais par rapport à l'information qui apparaît, quelle que soit son imperfection au regard des canons scientifiques. Or, les chiffres, en l'occurrence de la pandémie, sont issus de décomptes, le plus souvent administratifs, plus ou moins fins et fiables selon les pays. Ils font aussi appel à des conventions, ce qui n'est pas en soi critiquable. À un moment, toute donnée a besoin de conventions pour devenir une donnée qui peut être traitée. Je vous renvoie aux travaux du logicien Lewis sur les conventions. Convention ne signifie pas arbitraire. Et ces chiffres donc de la Covid ne constituent pas réellement des statistiques pour la plupart d'entre eux, au sens où Alain Desrosières a pu travailler sur ce qu'était la statistique. Ce n'est pas non plus des nombres. Et je n'utilise pas le vocabulaire qu'utilise Alain Supiot dans la gouvernance par des nombres. Moi, je parle de chiffres parce que le chiffre cherche à avoir une adhérence avec le réel que la notion de nombre n'incarne pas nécessairement. Et des chiffres qu'il faut savoir comprendre sans se méprendre sur leur sens.
Voilà un peu le résumé que je vais illustrer, du coup, avec un certain nombre d'exemples. En mars donc 2020, les journalistes ont commencé par égrener tous les soirs au journal télévisé le nombre de morts de la Covid de la journée, comme un fait parfaitement établi sur lequel il n'y avait pas de discussion possible. Les semaines passant, il s'est avéré que ce que l'on présentait était le décompte des décès en hôpital attribués à la Covid. Il ne figurait pas les morts liés au virus dans les autres lieux, et en particulier les établissements spécialisés dans l'accueil des personnes âgées, faute d'informations les concernant. Lorsque des remontées partielles des maisons de retraite ont été organisées en France, les décès des suites de la maladie ont fait un bond de 500 personnes par jour. À ce stade, il n'était plus question dans les journaux télévisés du nombre de morts de la Covid, mais des chiffres des décès liés à la Covid, ou simplement des morts de la Covid, avec parfois la mention de la source et des limites de l'information. L'immanence d'un décompte parfait, immédiat, des effets du virus avait disparu, même si le premier réflexe avait bien été celui de présenter les données initiales comme des vérités absolues en complète adéquation avec la réalité. Alors, les choses ont évolué, donc l'Université de médecine Johns Hopkins à Baltimore s'est imposée comme le centre de référence en matière de production de chiffres internationaux, produisant donc chaque jour des décomptes sur la base des informations collectées dans les différentes nations. Et l'épidémie, elle est d'abord des comptes de ces cas, et j'y vais y revenir, avec toutes les limites des chiffrages liés aux politiques de tests différenciées selon les pays et aux personnes asymptomatiques. Elle est aussi des comptes de ces morts, pour lesquels il y a désormais moins d'incertitudes dans les pays les plus riches. Pour les autres pays, les chiffres produits peuvent pâtir de la censure, comme on peut le penser en Chine, de l'absence de volonté de mettre en place un suivi adéquat, mais aussi de l'absence de moyens de collecte suffisants, et le Brésil présentant vraisemblablement ces deux cas de figure. Alors, je vais revenir brièvement sur ce cas détecté, hospitalisation et décès pour ce premier moment. Pour dire des choses extrêmement simples, mais qui sont quand même souvent parfois oubliées et qui induisent peut-être qui peuvent induire des biais quand même. Les nouveaux cas n'ont de sens que s'ils sont rapportés à la population globale et ils n'ont de portée réelle sur la propagation de l'épidémie que s'ils s'appuient sur une étude par échantillon représentatif de cette population, seul moyen d'inclure les personnes asymptomatiques. À défaut, face à un virus qui n'a pas d'effet visible sur tous ceux qui en sont porteurs, il n'est pas possible de connaître sa diffusion réelle, ni de faire la part, parmi l'évolution des cas détectés, du volume de tests pratiqués et de la propagation de l'épidémie. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne sur ce suivi des cas de la prévalence de l'épidémie. Au Royaume-Uni, donc, il y a des moyens de surveillance qui ont été mobilisés avec les universités d'Oxford et de Manchester, où chaque semaine, une étude par échantillon de la population est effectuée. Celle pour la période, alors je vous ai donné le résultat de celle pour la période du 10 au 16 octobre 2020, elle, donc, sur un échantillon représentatif de la population, mais qui n'inclut pas les personnes hospitalisées. Elle fait par exemple ressortir un taux d'infection en croissance par rapport à la semaine précédente, environ une personne sur 130, soit 0,77% de la population. L'étude va aussi par classe d'âge. C'est les 12-24 ans qui sont la classe d'âge représentant le plus de cas. Et ce suivi il concerne également les personnes ayant développé des anticorps contre le virus, estimés donc dans cette étude à environ 2,5 millions de plus de 16 ans pour la même semaine, de l'ordre de 5%
de la population. Alors, pour les hospitalisations, dans un pays comme la France, c'est beaucoup plus clair parce qu'on a des remontées administratives a priori assez complètes et rapides, donc qui sont mises en place très très rapidement. Les décès, c'est un sujet, alors là, sur lequel il y a beaucoup de manières de les traiter. La courbe des décès a été suivie par le gouvernement français avec beaucoup d'attention. On peut penser qu'un des guides de l'action publique a été, et des décisions publiques prises a été pas plus de 400 morts par jour. Il ne faut pas dépasser ce chiffre-là, et sinon ça veut dire qu'il faut prendre de nouvelles mesures. Alors, ce nombre de décès, il faut évidemment le rapporter au nombre de morts durant des périodes ordinaires pour comprendre la portée de l'épidémie, mais aussi aux personnes contaminées pour connaître la létalité du virus. Et dans l'espace public et dans la décision publique, ceci a eu du mal à se faire jour. Alors là, à la fin avril 2021, la France comptait 105 000 morts du fait du virus depuis le début de l'épidémie, 14 mois plus tôt. C'est environ 15% du nombre moyen de décès sur une telle période, puisque 600 000 personnes meurent en France chaque année et 750 000 en moyenne y naissent. On a eu une étude de l'INSEE qui est parue en 2021, au printemps, qui analysait les 654 000 décès intervenus en France en 2020 et qui établit la surmortalité de l'année à 42 000 personnes, alors que sur l'année 2020, 65 000 personnes sont mortes des suites de la Covid. Vous avez la référence et à la fin de la présentation, il y a toutes les références. La différence, donc c'est un peu plus de 20 000 personnes, 23 000 personnes, elle tient à la baisse d'autres causes de mortalité, les accidents de la route, mais surtout les pathologies lourdes dont souffraient les personnes décédées de la Covid, puisque en fait, toute personne ayant été détectée Covid qui décédait était réputée décédée de la Covid, même si elle avait une pathologie lourde qui faisait que son espérance de vie était limitée à quelques petites semaines. Au total, on a un impact sur l'espérance de vie à la naissance, 5 mois sur l'année 2020. Donc, l'impact de l'épidémie est sensible. Mais le profil, et c'est un des intérêts de cette étude de l'INED, des décès apparaît en revanche très différent de celui de la grippe espagnole. 96 personnes des personnes mortes de la Covid ont 60 ans ou plus, contre 15% pour la grippe espagnole en 2018-2019. Alors, avec les réserves qu'on peut avoir sur la qualité des chiffres pour la grippe espagnole, celle-ci ayant d'abord touché les classes d'âge les plus jeunes. Et puis, on a eu, dans une étude INSEE de Taillot et Gaudy qui date de 2020, que je vais vous présenter à la page suivante, de juillet 2020, qui a un exemple de la manière dont on peut plus ou moins bien faire parler les chiffres et dont les messages peuvent être adressés à la population. Voilà le titre de cette étude. Vous avez le lien vers l'étude, vous avez la note, des notes aussi. Le titre qui a été repris dans la presse et partout, par tous les décideurs, en France comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid fin mars, début avril, avec un résumé disant qu'il y avait un pic de surmortalité pour toute la population. Or, quand vous regardez la figure 5A, vous voyez très clairement que
n'y a pas de pic de surmortalité. Donc, c'est la moyenne des décès, c'est la moyenne des décès par classe d'âge sur la période 2016-2019 et comparé à 2020. Vous voyez qu'il n'y a pas de surmortalité pour les moins de 49 ans en France. Il y a même une sous-mortalité pour les moins de 49 ans en Europe. En fait, ce n'est que pour les plus de 50-54 ans, mais surtout pour les, vous voyez, quand on passe à 140%, donc une augmentation de 40% de la mortalité pour les plus de 70 ans. C'est surtout pour cette tranche d'âge-là qu'il y a surmortalité. Pour les moins de 49 ans, il n'y en a pas. Donc, sur la mortalité par âge des suites de la Covid, les chances de décéder de la Covid, elles ont été estimées à partir d'échantillons de la population en Espagne, Royaume-Uni, en Suisse, publiées en septembre 2020. Alors, elles font ressortir un taux de mortalité pour les personnes de plus de 75 ans ayant contracté la Covid de 18,7% au Royaume-Uni, 7,2% pour les plus de 80 ans ayant été touchés par le virus en Espagne, 5,6% pour les plus de 65 ans atteints par la maladie en Suisse. On voit donc de grandes différences. Mais on voit surtout qu'en moyenne, dans le pire des cas, plus de 4 personnes sur 5 de plus de 75 ans atteintes de la Covid ne va pas décéder. Donc, on a eu un suivi très attentif à partir des chiffres des taux d'hospitalisation, des cas détectés, de leur montée et de la montée des décès, avec une interview notamment, je cite, de Brigitte Macron le 21 janvier. Quand on l'interroge au journal télévisé sur la gestion de la Covid, sa réponse, c'est sans arrêt les chiffres qui arrivent. Donc, du point de vue des pouvoirs publics, un suivi très attentif de toutes les remontées et données provenant des hôpitaux, enfin du système hospitalier, les préfectures, avec maintenant un déport du débat en matière de chiffres sur la question de la vaccination, avec là toutes les ambiguïtés sur est-ce qu'une personne est vaccinée ou est-ce qu'elle a eu seulement une première injection. Mais c'est des données qu'il faut replacer dans leur contexte. Le contexte ayant été beaucoup les capacités de réanimation des hôpitaux comme élément clé, et ça a été au cœur de l'exposé précédent. Des données dont les biais, s'agissant de la détection des personnes infectées, sont patents à défaut d'études par échantillon, avec un taux de mortalité pour les personnes âgées qui n'a pas été mis en avant, j'assume la formulation, alors qu'il aurait pu constituer un élément permettant de limiter la pression anxiogène sur la population. Ce que je veux dire autour de cela, c'est que Searle, dans la construction de la réalité sociale, Goodman, dans Manière de faire des mondes, donc en philosophie, la manière dont les faits sont présentés induit un certain regard sur le monde, mais aussi un certain type de réaction. Et en l'espèce, les chiffres qui ont servi de support à la décision n'ont évidemment pas été parfaits et sans biais, parce qu'il n'y a pas de possibilité de décrire de façon immédiate et immanente la survenue d'une épidémie, mais aussi ont été présentés sans que, à chaque fois, toutes les précautions sur les biais possibles
ou sur le contexte dans lequel on se situait, par rapport au fait qu'il y a en moyenne en France tous les jours des gens qui meurent 200 à 250 au moins en moyenne par jour, par exemple, en période normale. Donc, une contextualisation de l'épidémie en termes de données quantitatives qui aurait pu être faite de façon plus nette. Alors, la question est, est-ce que ça aurait servi de support à d'autres types de décisions? Ça, c'est une question à laquelle il n'est pas possible d'apporter une réponse épistémologique ou même en sciences politiques. Mais je vais maintenant venir du coup à la deuxième partie de mon exposé, qui est à partir de ces chiffres, donc ceux des cas détectés et ceux des hospitalisations et ceux des décès, pas forcément remis en contexte et pas forcément avec les limites bien explicitées, quelles ont été les dispositions qui ont été mises en place? Alors, avec l'exemple France, Royaume-Uni et Allemagne, des dispositions d'exception inscrites dans des traditions démocratiques différentes. Donc, je vais me concentrer là sur la période mars 2020 à novembre 2020. On commence par la France. En France, on a une succession de lois sur l'état d'urgence sanitaire. Alors, j'ai mis en italique celles qui sont après la période que je passe sous revue, les lois 5 et 6. On commence par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid. Et à chaque fois, je vous ai mis dans le PowerPoint le lien avec la loi, donc ça permet de voir le texte de loi, mais surtout le lien avec le dossier législatif. Et le dossier législatif, il permet de consulter le texte, l'avis du Conseil d'État. Donc le Conseil d'État donne un avis sur le projet de loi avant que le projet de loi soit présenté en Conseil des ministres. Donc on voit le texte, l'avis du Conseil d'État. C'est un avis souvent très intéressant pour voir ce qu'il a remarqué comme point qui pouvait poser problème. Le texte après adopté en Conseil des ministres, le texte après adopté en première lecture, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le texte adopté en deuxième lecture ou en commission mixte paritaire, l'avis du Conseil constitutionnel et puis le texte finalement promulgué par le président de la République et publié au journal officiel. Alors, quelle est la facture de ces lois, donc mars, 23 mars, 11 mai, qui proroge l'état d'urgence et complète ces dispositions, 9 juillet 2020, qui organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire, 14 novembre 2020, qui autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et qui porte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. D'abord, c'est des lois qui sont adoptées de façon extraordinairement rapide. Pour le cas de la première loi, tout le monde fait son travail en 7 jours, quand on passe entre le Conseil d'État et l'adoption de la loi. La loi permet au Premier ministre, quand il déclare l'état d'urgence sanitaire sur rapport du ministre de la Santé, de prendre des mesures d'urgence dont la durée ne peut pas excéder 1 mois. Et de fait, l'état d'urgence avait été déclaré avant la promulgation de la loi de mars 2020. Le Parlement doit intervenir après lui-même, fixer ces mesures exceptionnelles ainsi que leur durée. Et la loi de mars 2020 prévoit que cette durée normale de l'état d'urgence est d'1 mois. Mais cette durée a été portée par la loi de mars 2020 de façon exceptionnelle à 2 mois. La loi donc, on se revoit 2 mois après, dans le cadre au Parlement, et là, on accepte encore de reprolonger pour 2 mois. Donc, la loi d'après arrive en juillet 2020, et là, elle fixe à 4 mois la sortie de l'état d'urgence sanitaire, donc elle donne le pouvoir législatif au pouvoir exécutif pendant 4 mois. La loi de novembre 2020 maintient à 4 mois ce délai dans lequel le pouvoir législatif est transféré au Premier ministre.
suite à la déclaration d'octobre de l'état d'urgence sanitaire par le Premier ministre. Et les dispositifs sur novembre 2020 de sortie de l'état d'urgence sanitaire sont prévus pour durer jusqu'au 1er avril 2021. Je ne vais pas commenter ce qui se passe après, puisque je ne le ferai pas pour les autres pays. Alors, pour la première loi, on voit que la manière, le travail législatif a permis de très profondément enrichir le texte de loi, puisqu'au départ, le texte en Conseil des ministres autorisait le Premier ministre à prendre toutes les mesures générales limitant la liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, et toutes les mesures permettant de procéder à la réquisition de tout biens et services, qui peuvent inclure l'interdiction de déplacement de toute personne hors de son domicile. Finalement, le texte adopté est beaucoup plus long et précis, avec 10 alinéas, de 1 à 10, disant ce que le Premier ministre peut faire, peut édicter sur rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique. Alors, ce texte a fait l'objet, non pas pour le premier texte de loi qui n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel, celui du 11 mai qui a été soumis au Conseil constitutionnel, de façon rare. Il a été soumis au Conseil constitutionnel et par le président de la République, et par le président du Sénat, et par plus de 60 députés et sénateurs. Dans cette décision très attendue du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a reconnu que, alors c'est les années 18 et 19 de sa décision, que la loi sur l'urgence sanitaire contrevenait, limitait la liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre et la liberté d'expression collective, au sens où il n'était pas possible de se rassembler. Mais, et c'est fondé sur le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, selon lequel, je cite, « La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs », pour juger que l'équilibre trouvé entre ces limitations à la liberté d'aller et de venir et la garantie à tous de la protection de la santé aboutissait à des mesures et des restrictions adaptées, nécessaires, proportionnées, eu égard à la finalité poursuivie. C'était une décision extrêmement attendue. Alors, je ne vais pas revenir, je pourrais dans le débat revenir sur quelques dispositions qu'il a mis de côté, le Conseil constitutionnel, mais qui étaient vraiment à la marge. Toujours sur la première loi, c'est la loi un peu phare, ce que le débat parlementaire a aussi permis d'ajouter, c'est une certaine forme de regard du Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, sur la conduite de l'état d'urgence sanitaire par le Premier ministre. Ce n'était pas dans le texte initial. Le Sénat a proposé d'ajouter une disposition assez lourde et qui a été finalement adoptée dans une version un peu plus légère, disant, c'est le texte que vous avez en bas, l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire, ils sont informés. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et d'évaluation de ces mesures. Alors, je vais m'arrêter là pour le cas français, en concluant sur le cas français avec les lois qui ont suivi, sur l'idée qu'on a été, dans le cas français, face à un épisode particulièrement lourd en termes législatifs
une phase démocratique que je qualifierais d'aiguë, complexe et tiraillée. Ça se voit dans les différentes navettes parlementaires où le texte du Sénat diffère très sensiblement du texte de l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, d'autant qu'il n'y a pas eu de pause sur d'autres sujets législatifs et que donc le Parlement a continué à travailler sur d'autres sujets. J'en viens maintenant aux mesures prises, j'irai un petit peu plus vite sur les autres pays, aux mesures prises au Royaume-Uni et en Allemagne qui, vous allez voir, sont différentes. Au Royaume-Uni, sur la période de mars à novembre 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'a été adopté le Coronavirus Act le 25 mars 2020. Il a été déposé par le secrétaire d'État à la Santé le 19 mars, il est promulgué le 25. Donc là aussi, on est dans un processus extrêmement rapide. En revanche, c'est une loi extrêmement détaillée, de 360 pages, qui, à la différence, donc qui délègue un certain nombre de pouvoirs au pouvoir exécutif, mais qui le fait dans un cadre extrêmement précis. C'est une loi qui, du coup, est valable pour 2 ans, qui autorise les dépenses afférentes. Le gouvernement a la capacité de suspendre ou de raviver la législation pendant ces 2 ans, avec un volet fort sur la santé en matière de réquisition du personnel, de soutien aux personnes malades. Je vous donne quelques exemples. L'article 37 de la loi, c'est la possibilité de fermer les écoles après avis du Chief Medical Officer, au niveau national, au niveau des nations ou au niveau local. Ça s'accompagne du Schedule 16, dans lequel le Secretary of State vérifie que la mesure est proportionnée et nécessaire. Je ne cite pas le Schedule 21 sur les pouvoirs, sur les personnes potentiellement infectées, mais on a beaucoup de mesures en fait au Royaume-Uni qui concernent la surveillance des personnes infectées, donc l'isolement des personnes infectées. La capacité Schedule 22, quand il y a une menace sérieuse et imminente, de pouvoir déclarer Public Health Response Period, qui peut limiter les regroupements, les événements, réglementer les entrées et les sorties du territoire, fermer les locaux, limiter leur fréquentation, avec des sanctions en cas de non-respect. Alors, donc c'est une loi qui est valable 2 ans, mais tous les 2 mois, le ministre, le Secretary of State, fait rapport au Parlement. Et je vous ai mis pour novembre et mai les liens vers les 2 rapports. Et le Parlement revoit le dispositif tous les 6 mois. Donc, c'est une délégation de pouvoir très encadrée, enfin, avec des chaînons de reprise. C'est complété pour les nations. Là, j'ai pris l'exemple de l'Angleterre, puisque c'est un pays à différentes nations, le Royaume-Uni, le Health Protection Regulation England du 26 mars, qui a été approuvé par la Chambre, valable pour 6 mois, et en novembre 2020, on en était à la Health Protection Regulation 4 du 5 novembre. Donc là, revue donc, très régulièrement. Là, je vous ai mis le résumé. Alors, c'est les principaux. Vous avez les principaux têtes de chapitre de la loi et quelques exemples de schedules, donc de schémas, de procédures pour la mise en œuvre des mesures. Donc, je vous ai mis le 1, et ça va de 1 à 29 pour vous montrer un peu la précision du dispositif. L'Allemagne, mars-novembre 2020, alors c'est un cas encore différent, puisque depuis la loi de protection contre les pandémies, Infektionsschutzgesetz du 20 juillet, l'Allemagne a un cadre législatif qui permet de gérer les pandémies et s'est doté depuis 2005 d'un plan de pandémie national décliné au niveau des Länder. L'Institut Robert Koch
étant désignée autorité scientifique nationale pour ce suivi pandémique. Donc, il y avait un cadre législatif existant pour les premières mesures issues, qui ont été prises donc, sur le fondement de cette loi, avec information de la population, des autorités sanitaires sur les comportements adoptés, des systèmes de notification, des restrictions à la vie publique, des mesures spécifiques pour les hôpitaux, la création d'une cellule de crise conjointe entre les ministères de la Santé et de l'Intérieur. Donc, on est en Allemagne dans le cadre d'un régime parlementaire avec un Bundestag élu à la proportionnelle intégrale et d'un État fédéral fort et donc de Länder qui ont des pouvoirs propres étendus. Donc, la loi du 25 mars 2020 a réformé la loi de 2000 après des réunions entre la chancelière et les gouvernements des Länder, compétents de façon exclusive sur l'enseignement à tous les niveaux, avec des décisions du type report des interventions chirurgicales non urgentes, annulation des événements de plus de 1000 personnes, des événements non essentiels, aide aux entreprises, chômage partiel, financement pour les hôpitaux. Deuxième loi, 19 mai, troisième loi, 18 novembre. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les Länder ont fait usage de cette habilitation dans des proportions très différentes. Entre l'état d'urgence sanitaire mis en place le 25 mars en Bavière et la réglementation beaucoup moins restrictive adoptée par le Sénat de la ville de Berlin le 22 mars, les différences d'intensité normative dans la réaction à la pandémie sont patentes. La Cour constitutionnelle, qui, vous savez, en Allemagne a un rôle important, elle a été saisie, le dispositif pris au niveau des Länder, elle s'est montrée relativement... elle a accepté en moyenne les restrictions qui étaient posées aux libertés publiques, à l'exception de celles qu'elle trouvait restreindre trop nettement la liberté de manifester, dès lors que les manifestations étaient de petite importance. Alors, j'ai mis ce qui s'est passé en avril 2021 en italique parce que ça dépasse la période de ce que je couvre pour l'étude, mais pour cette période passée sous revue, mars-novembre 2020, on voit qu'on a des processus très différents sur le plan démocratique, très centralisés et focalisés sur le pouvoir exécutif en France, beaucoup moins centralisés et relevant moins du pouvoir exécutif en Allemagne, le Royaume-Uni présentant une situation qu'on peut qualifier d'intermédiaire. Alors, pour aller dans cette troisième et dernière partie et pour conclure, des mesures allant dans des sens convergents mais néanmoins différenciés. Partout, on a eu des restrictions aux libertés fondamentales au nom de l'urgence sanitaire, concernant la liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre, le droit d'expression collective. Ces mesures, et c'est un point important du point de vue de la hiérarchie des normes, ont pour une grande part été inscrites dans le droit dur, c'est-à-dire dans le Code de la santé en France, dans la loi de 2000 en Allemagne. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, et pourront donc être réactivées à l'avenir, au moins pour ces pays. Alors, j'ai essayé de faire, et c'est un document de travail, si vous voulez, un bilan des mesures qui ont été prises finalement au sens de ces habilitations. Alors, au moment du premier confinement en France et du deuxième confinement en France, donc il y a un biais en défaveur de la France puisque c'est au moment des confinements français, pour comparer par rapport à la situation française. Ce que l'on constate, c'est, je vais aller assez vite, mais l'interdiction de sortie du domicile, sauf motif impérieux, reste et très marquée en France. Fermeture des écoles, elle existe partout en première période et elle n'est pratiquée nulle part en deuxième période. Le télétravail est pratiqué dans les 3 pays. Sur la fermeture des magasins de façon très stricte, la France se singularise. L'attestation de domicile aussi. L'amende pour non-respect des règles, même s'il n'y a pas d'attestation au Royaume-Uni, en Allemagne, il y a des amendes pour non-respect des règles. Donc là, tout le monde a le même dispositif. Fermeture des parcs et jardins, on s'est singularisé en première période. Réglementation des personnes accueillies au domicile. La France, il y a un principe constitutionnel qui l'interdit, donc ça n'a pas été mis en œuvre, mais ça a été mis en œuvre en Allemagne et au Royaume-Uni.
partout une réglementation des rassemblements en extérieur, avec des règles plus ou moins strictes selon les pays en termes de personnes pouvant se rassembler. Port du masque obligatoire à l'intérieur de l'espace public, première période, non, parce qu'il n'y avait pas de masque. Deuxième période, oui, mais avec des différences selon les pays. Et port du masque en extérieur, là, il y a la France, Paris, qui le connaît en novembre, mais ce n'est pas valable au Royaume-Uni et à Berlin. J'ai pris Londres et Berlin, les capitales à chaque fois. Et la question du couvre-feu n'est pas applicable en dehors du cas de la France-Paris au mois de novembre 2020. Pour aller vite en terminant, je dirais qu'un même vocabulaire peut recouvrir des réalités différentes. Le terme de confinement et de couvre-feu recoupe en pratique des réalités diverses. Ils ont parfois été utilisés mal à propos. On a utilisé le terme de couvre-feu dans la presse française, mais plus largement dans la compréhension française qu'avait la situation allemande, pour qualifier en fait ce qui était la fermeture des bars à Berlin de 23h à 5h du matin en novembre 2020, alors que les rassemblements en extérieur étaient possibles jusqu'à 5 personnes la nuit, et en intérieur 10 personnes la nuit. C'est quand dire c'est faire du philosophe John Austin. Vous voyez, on peut avoir cru qu'il y avait des couvre-feux alors qu'il n'y en avait pas dans d'autres pays. Pour conclure sur ce point, manier les chiffres avec plus de précaution, de finesse et de retenue dans cette période aurait très certainement limité certains effets que je qualifie de dévastateurs de la pandémie sur les sociétés et la santé mentale et physique de ceux qui la composent. Conclusion que je pose, et donc je suis prête à discuter, tout comme donner plus de résonance aux avancées des connaissances et des techniques médicales. Il y a un livre de Vincent Julien qui est paru l'année dernière, qui montre l'énorme avancée des progrès de nos connaissances, mais aussi l'énorme avancée de notre ignorance qu'apporte à chaque fois nos connaissances, parce qu'à chaque fois on se rend compte que la nature est plus compliquée que ce que on pouvait estimer avec nos premières connaissances. Et moi je m'inscris dans une philosophie issue de Popper, dans la société ouverte et ses ennemis, dans laquelle l'idée n'est pas de vouloir recouvrir la société par un système fermé, mais au contraire de laisser de la place pour la respiration par rapport à une réalité qui est changeante et parfois surprenante, parfois dévastatrice. Donc, pour conclure, le lien entre le savoir et la décision est une problématique que la rapidité avec laquelle nous collectons des informations renouvelle profondément, rendant encore plus nécessaire l'attention portée à la qualité des chiffres, maniés sous forme de savoir, et aux procédures de décision utilisées dans la sphère démocratique. Cette articulation entre savoir et décision, posée en termes nouveaux dans un monde donc de faits et de chiffres, elle est d'autant plus délicate que ce monde est interdépendant et incertain. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est ce que j'essaye d'expliquer dans notamment Philosophie de l'écran. On n'est plus dans un monde kantien, d'un côté l'homme et sa morale, de l'autre l'univers et le calcul. Monde kantien décrit par Alexandre Coiré, mais un entrelac qui peut correspondre à des travaux du type de ceux d'Escola ou de Putnam, pour prendre un auteur cette fois-ci américain. Ça plaide pour un modèle scientifique qui ne se focalise pas sur les relations qu'on peut qualifier de nécessaires, réversibles et durables, science mécaniste, hein, je dirais, qui n'est pas ce que pratiquent forcément les épidémiologistes, hein, mais qui est une vision dominante dans la sphère décisionnelle, mais qui fasse aussi place aux relations contingentes, irréversibles et non durables, parce que ça permet de se préparer à plus de choses, de mieux voir comment s'y orienter,
notamment par rapport à la sphère économique dans laquelle tous les dogmes communément admis ont volé en éclats à l'occasion de cette pandémie, montrant de façon beaucoup plus directe que dans le monde de la biologie que nous avions de capacités de décision efficaces en termes économiques. Alors, pour moi, une telle vision n'implique pas de rupture épistémologique radicale entre sciences de l'homme, du vivant et de l'univers, simplement la prise en compte de temporalités différenciées. Le changement se manifeste dans les temporalités différenciées dans les sociétés, le règne du vivant et de l'univers, ainsi que le recours à des stylisations du sujet modélisées par la science plus réalistes et robustes. L'individu parisien qui maximise constamment son utilité en économie, par exemple, n'est pas un sujet crédible en tant que personne vivante, au sens où, en tant que personne vivante, il serait en surchauffe permanente et on aboutirait très rapidement à la mort. Donc, ce qui se joue aujourd'hui est éminemment complexe, pas uniquement avec cette épidémie, et mérite effectivement un regard interdisciplinaire, pas seulement épidémiologique ou économique ou ontologique, mais global. Et le problème est que cela se construit à plusieurs, mais c'est peut-être aussi la solution, de construire à plusieurs. Et en tout cas, je suis très heureuse d'avoir participé à cette enceinte pluridisciplinaire. Je vais mis des petits slides sur mes 4 livres et vous avez les références à la fin. Je pense que c'est à peu près pour l'heure, j'ai dû dépasser de quelques minutes. Alors, je vais stop sharing. Et je vous remercie. Merci beaucoup.